comme vous pouvez le constater, on se rencontre pour la première fois en physique, hein, mais on a préparé pour parler ensemble avec ces trois panélistes que je vais rapidement présenter, donc, qui sont d'une part Céline Passedouet, qui est directrice investissement chez Elia Partners. Donc, Elia Partners, vous connaissez tous, c'est un fonds qui existe depuis plus de 20 ans et qui investit dans la tech et la deep tech, du seed à la série B, et où la santé représente à peu près 30% des investissements. Donc, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir comparer. Antoine Michel, partenaire chez Mutuel Impact et Investir Plus, qui est un fonds d'impact dans la santé et le médico-social qui a été créé à l'initiative de la Mutuelle française, géré en partenariat avec Xange et Investir Plus, et Sébastien Voignard, qui est médecin à l'origine, et qui est un des cinq partenaires du fonds Digital Health de LBO France, donc il y a une équipe pionnière européenne qui accompagne, qui investit dans des entreprises du SaaS jusqu'à la MedTech AI-driven. Et ils investissent essentiellement à partir de la série B+. Voilà. Donc ils auront l'occasion de parler un peu plus d'eux dans le panel. L'objectif de ce panel, c'est de parler du mariage pas évident entre le venture capital et les parcours de transformation dans la santé, puisque le venture capital, à la base, c'est quand même en fait investir dans des technologies et accélérer une croissance très rapidement, alors qu'on l'a entendu dans les différents exemples qu'on a pu voir ce matin, la transformation des parcours de la santé, c'est quand même quelque chose qui prend du temps, qui est réglementé. On a eu 7 ans dans 2 cas en fait, pour vraiment aboutir à une solution implémentable et remboursée. Et en plus, on a affaire à des acteurs du public et du semi-public. Donc, je vais tout de suite vous poser la première question, Céline. Pour moi, c'est est-ce que vous voyez une appétence croissante des VC pour en fait, des projets de transformation des soins dans la santé ? Et qu'est-ce qui vous pousse, vous, personnellement, et Laïa, en fait, à investir ou non dans ce secteur ? Bonjour à tous, ravi d'être là. Alors je voyais justement un article hier de Carista qui disait que ces dernières années, le nombre de fonds d'investissement qui regardaient la santé digitale avait largement augmenté. Donc oui, je pense que de plus en plus de fonds s'intéressent au secteur. Nous, sur les sujets de transformation organisationnelle, ce qu'on voit comme grande tendance côté start-up, je dirais qu'il y a différentes catégories. La première, on en parlait bien ce matin, on voit beaucoup de sociétés dans tout ce qui est téléconsultation, télésurveillance, télémédecine, parce qu'on a des clients et des établissements qui vont s'équiper de plus en plus maintenant qu'on a des remboursements. Ensuite, on voit toutes les startups qui vont s'intéresser à toute l'infrastructure des établissements. Donc c'est comment est-ce que ces établissements vont se transformer, améliorer leurs process, gagner en productivité grâce à de l'IA ou à la transformation digitale. On a investi par exemple dans une société qui s'appelle Sancare et qui va aider les établissements à optimiser leur codage et donc à être mieux remboursés. Et enfin, on a toutes ces startups qui proposent des IA de spécialité, donc plutôt sur la partie clinique, qui vont permettre aux praticiens à être plus efficaces et là aussi à être plus précis dans leur diagnostic et à gagner aussi en productivité. Et on a investi dans des sociétés, par exemple, comme Pixacare, qu'on connaît bien ici sur le suivi de la cicatrisation de plaies, comme Glimmer dans la radiologie, etc. Nous, en tant que fonds, et notamment en tant que fonds d'amorçage, parce que moi je fais partie de l'équipe Seed, donc c'est plutôt ça le sujet qui m'anime, les critères d'investissement pour nous vont être tous les critères classiques qu'on va regarder dans une start-up en croissance. Donc, est-ce qu'on a la bonne équipe sur le bon sujet, avec la bonne techno, sur un marché qui est massif. Mais il y a des points qui sont vraiment spécifiques, comme notamment l'intérêt économique du projet. Parce que l'intérêt médical, on l'a toujours, c'est vraiment un prérequis qu'on a à chaque fois dans les pitchs. Et qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant non plus. Donc l'intérêt économique, c'est un point qui revient vraiment très souvent dans les discussions sur qui a intérêt à payer pour cette solution-là, pas seulement à s'équiper, mais vraiment à payer. Donc quel est le ROI pour le client et pour l'utilisateur. Et finalement, en tout cas en phase de pré-amorçage ou amorçage, c'est pas toujours très clair pour la startup. Donc c'est vraiment un sujet de discussion très important.
Il y a un autre sujet important, c'est la gestion du changement par la startup. Comment est-ce qu'elle anticipe le fait d'accompagner son client dans l'utilisation du produit? Est-ce que ça va demander un gros changement organisationnel pour lui ou pas? Donc ça, c'est un point clé. Et un troisième point, je dirais que c'est la partie internationale, parce qu'il y a beaucoup de sujets où le marché français va être très rapidement capé. Et donc là, se pose la question de quels sont les pays suivants à adresser, comment on y va, etc. Et ça, dès l'amorçage, finalement, c'est une discussion qu'on a et qui est très importante pour nous. Et peut-être juste une question complémentaire. Qu'est-ce qui fait que vous retenez ou pas en fait des projets et quelle est votre capacité en fait à accompagner ces projets afin qu'ils arrivent à accélérer en fait leur mise en œuvre, hein? Est-ce qu'on les retient ou pas? Justement, c'est en répondant à ces questions-là qu'on arrive à passer de 4000 projets par an qu'on voit à une quinzaine d'investissements qu'on va faire. Et là-dedans, il n'y en a qu'un tiers, je dirais à peu près, dans le secteur de la santé. Donc c'est vrai que c'est assez sélectif, mais donc on est vraiment à la recherche des pépites de la santé digitale en Europe. Et ensuite, pour les accompagner, on s'entoure de beaucoup d'experts qui vont pouvoir accompagner nos projets. Et puis nous, en interne aussi, on est au bord des sociétés et on les accompagne. On a aussi des super venture partners, comme par exemple Sacha Loiseau, qui vont aider nos startups. Très bien, merci. Antoine, est-ce que vous pouvez nous faire un retour en fait, avec des exemples concrets sur vos investissements et la manière dont ça se passe et où il y a des freins, où il n'y a pas de freins? Bonjour. Donc nous, déjà notre particularité, donc c'est qu'en effet, on est des investisseurs d'impact. Donc ce qu'on cherche avant tout, c'est à améliorer la santé des patients et notamment des plus fragiles, ceux qui sont moins bien traités aujourd'hui par le système de santé. Et donc on cherche à chaque fois les solutions qui vont être les plus efficaces pour avoir cet impact direct sur le patient. Et c'est ce qui va toujours nous guider dans nos décisions d'investissement, mais aussi dans l'accompagnement. Et comme tu l'as dit, ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on a deux structures d'investissement. Il y a Mutual Impact, qui est un fonds fermé où on va pouvoir rester 7-8 ans. Et puis, on a Investirez Plus, qui est, lui, une structure d'investissement evergreen. Donc là, on peut rester 15 ans si nécessaire. Et comme vous l'avez tous rappelé, c'est vraiment important pour pouvoir y arriver, de pouvoir démontrer l'efficacité économique déjà clinique des solutions et économique derrière, parce que s'il n'y a personne pour acheter, il faut bien un payeur, quoi, que ce soit la Sécu, le patient, parfois, hein, ça peut arriver, les départements et puis les hôpitaux, les offreurs de soins, quoi. Donc, il faut qu'on finance des études médico-économiques. Et donc, il faut vraiment qu'on sache, qu'on ait un peu une conviction au moment où on intervient, que oui, il y a un vrai bénéfice clinique. Il y a une présomption plus ou moins importante suivant les enjeux de bénéfices médico-économiques pour les payeurs ultimes. Et donc, j'arrive aux exemples. Donc, nous, on a investi j'ai compté 13 participations qui ont un impact positif sur les parcours patients, dont 4 ont eu des articles 51, dont Ensuite, qui est le dernier investissement de Mutual Impact. Donc, l'article 51, c'est vraiment un super outil pour justement évaluer l'efficacité de tous ces nouveaux parcours. Donc, je vais donner un exemple, celui d'EPOCA, qui est une solution de télésurveillance des patients polypathologiques âgés, donc pour qu'ils puissent rester à domicile. Et donc là, ce qu'on regarde, bien sûr, c'est la satisfaction du patient, de ses aidants familiaux notamment, mais aussi, en l'occurrence, là, un des primary endpoints, c'est la réduction du nombre de passages à l'hôpital, du nombre de jours à l'hôpital du patient. C'est des patients qui font des allers-retours permanents entre leur domicile et l'hôpital, qui viennent disrupter les urgences parce que c'est des gens qui sont fragiles et qui ont plusieurs pathologies, donc ils vont de service en service, parfois ils restent dans un brancard aux urgences, etc. Donc voilà, le coût humain pour tout le monde est catastrophique. Donc là, voilà, on mesure ça. Ils l'ont fait pendant l'article 51, et donc et ça a été confirmé. Et donc nous, on soutient. On accompagne également depuis longtemps
pardon, depuis longtemps, deuxièmeavis.fr. Donc là, ça permet, donc c'est de l'avis d'experts sur dossier. Donc ça permet de réduire l'errance thérapeutique, l'errance diagnostique, et de changer là aussi les parcours de soins, et en étant pris en charge par les complémentaires santé. Donc c'est aussi une des choses qu'on peut apporter grâce à Mutuelle Impact, qui est souscrit par une 60aine de mutuelles. Donc c'est l'accompagnement, l'accélération, le conseil, parfois les prises en charge de toutes les complémentaires santé ou des institutions de prévoyance pour ces parcours de soins, même sur des temps intermédiaires avant éventuellement un remboursement. D'accord. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous mettez moins d'importance sur le ROI immédiat et plus sur l'impact, ou que vous finalement que vous investissez plus pour vous laisser plus de temps à vos startups de se développer? Alors oui, on accepte de réduire notre performance financière au profit de l'impact, très clairement. Et d'ailleurs, sur Investir et Plus, on ne regarde même pas le TRI. Justement, on veut oublier le temps. On sait que ça prend du temps et que si on se met la pression. Alors, il faut aller vite parce qu'il y a une urgence pour apporter ce service aux patients et au système de santé, mais on sait que ça prend du temps. Donc, il faut qu'on puisse investir dans des entreprises qui vont mettre du temps à prouver et à s'installer vraiment dans les systèmes de soins. D'accord, merci. Et Sébastien, vous prenez le relais quand les entreprises ont déjà éprouvé en fait le modèle et quand il s'agit finalement de scaler en termes de croissance. C'est quoi les freins à la croissance des entreprises dans lesquelles vous rentrez? Comment vous accompagnez et quels sont les enjeux que vous voyez? Oui, exactement. Donc, nous, on intervient un peu après, mais mes collègues, on est plutôt un acteur de growth, de série B en tout cas. On peut faire des investissements plus tôt. Donc, on est une équipe d'ailleurs qui a commencé il y a une quinzaine d'années sur le secteur de la santé digitale, avec des profils assez internationaux. On a une base à Berlin, une base à Paris, et des gens qui sont assez opérationnels, en ayant à peu près tous des expériences en entreprise internationale, aux États-Unis, en France. Voilà. Donc, on peut mettre des tickets jusqu'à 15, même plus, en fonction des sociétés. Voilà. Alors, la question que tu soulèves, je ne vais pas prendre le problème du côté de la société qui a déjà été largement dit ce matin, sur le ROI, le besoin médical, etc. Moi, la question que tu poses, c'est quoi les barrières une fois qu'il faut scaler une société? Donc, la passer de 1 à 10, 20, 30, 40 millions d'ARR. Des sociétés qu'on voit faire ça de temps en temps dans notre portefeuille. En fait, moi, j'en vois 3, et pour faire simple, il y a quelque part 1, l'accès au marché, il y a 2, l'accès aux capitaux, 3, l'accès au capital humain, les ressources humaines. Je pense que ce qui n'est pas un problème, c'est l'accès au capital humain. Notamment en technologie en France et en Europe, on est quand même assez bien doté d'ingénieurs, de médecins. On a vu ce matin qu'ils sont capables de faire l'interface avec le monde médical. On est peut-être un peu léger sur la partie business, peut-être une culture un petit peu moins assertive que nos contreparties américaines ou chinoises, mais c'est des problèmes qu'on sait résoudre. Donc, je pense que le capital humain n'est pas le problème. Le capital, le cash, je pense qu'on est bien servi jusqu'à un certain point. Certainement en seed, certainement série A, série B, série C. Dès qu'on commence à parler du late stage, voire du pré-IPO, ça devient un peu plus compliqué. Alors, à mon avis, il y a 2 problèmes. C'est un peu la poule et l'œuf. D'un côté, évidemment, il y a besoin de structurer plus de fonds capables d'aller chercher et mettre des gros tickets. Donc ça, c'est en tout cas notre ambition chez LBO France. De l'autre, c'est qu'il y a aussi peu d'offres de sociétés, contrairement, par exemple, aux États-Unis. Et donc, l'un dans l'autre, ça va prendre du temps, mais j'ai l'impression que la tendance est plutôt bonne, alors sur la place parisienne en particulier, mais en Europe en général. Pour faire simple, je pense que le 3e sujet est le plus important et le plus difficile en termes de barrières pour les sociétés, c'est l'accès au marché. Il faut avoir en tête, globalement, dans le secteur de la santé, sur 50% du marché, c'est les États-Unis, avec un fort effet prix. 25%, c'est l'Europe, 25%, c'est le rest of the world. Sur les 25% en Europe, ce n'est pas un marché unique. Donc, vos sociétés, c'est plutôt 27 marchés dans les 25%. Je pense que le gros problème des sociétés européennes et françaises, c'est qu'en réalité, elles ont du mal à avoir le marché français, c'est même pas 5%. Donc, elles ont du mal à avoir accès à un marché qui va permettre de scaler, d'avoir une entreprise qui va atteindre un seuil de rentabilité. Certaines y arrivent, c'est rare. Et donc, c'est ça la principale difficulté. Alors, ça pousse les sociétés à faire plusieurs choses. La première chose, c'est de partir volontairement un peu aux États-Unis. Ça peut marcher. Il faut vraiment s'attendre à mettre beaucoup, beaucoup d'argent ou prendre le temps. Voilà.
La deuxième chose, c'est d'essayer de faire un déploiement progressif en Europe. Et là, il faut avoir en tête que nos dirigeants et nos politiques européens et nos administrations, que je salue d'ailleurs, ils sont très créatifs. Et donc, vous avez d'un côté du DIGA en Allemagne, l'article 51 en France, le programme étape machin. En Suède, vous avez le truc. Je veux dire, il faut 15 experts par pays pour arriver à scaler votre solution de télésurveillance, d'intelligence artificielle. Alors, j'ai vu que l'Europe a en fait compris que le marché unique, ça ne veut pas juste dire l'harmonisation du code fiscal, du code du commerce et du code RH, et que de temps en temps, ils peuvent se poser la question des achats et du vrai business. Mais je pense que ça, c'est le vrai problème. Alors, comment on résout le problème ? Il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre, et ça, c'est plutôt politique de s'en occuper. Je lisais un article dans Les Échos ce matin qui va plutôt dans une sorte de simplification, notamment pour les PME. Mais de l'autre côté, c'est à vous d'être sûr que lorsque vous scalez une boîte, et ce n'est pas facile à faire, honnêtement, parce qu'on est tous un peu dépendants de notre contexte, mais d'arriver à quand même penser assez vite, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses, c'est mon métier, de se dire, je vais quand même y arriver dans d'autres géographies. Voilà. Donc, sachant que ce n'est pas facile avec la barrière de langue. Donc voilà, les trois problèmes, je pense qu'il y en a un qui n'existe pas, c'est l'accès aux ressources au cadre du lien. Le sujet du capital, je pense que c'est un sujet qu'on est en train de résoudre. Le troisième, c'est vraiment donc l'accès au marché, c'est peut-être le plus difficile pour scaler une entreprise. Est-ce que j'aimerais bien un peu challenger le deuxième, parce que l'accès au capital qu'on peut résoudre, certes, il y a beaucoup d'argent, mais j'ai l'impression qu'il y a un effet quand même un peu moutonnier, où on va aller investir sur des valeurs qu'on pense sûres, hein, et laisser un peu de côté peut-être les valeurs qui paraissent plus risquées dans un premier temps. Comment en fait on peut essayer d'avoir un peu plus vraiment de capital risque, c'est-à-dire dans justement la transformation des métiers de la santé, avec un peu plus aussi de volonté ou de capacité à prendre des risques de la part des fonds. Ça s'adresse à vous trois, à toi en particulier, mais vous trois. L'argent, il y en a. Il y en a. Et certes, aux États-Unis, il y en a un peu plus, mais ici en Europe, il y en a. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à développer plus de champions européens ? De toute manière, c'est risqué. Hein. Tout ce qu'on fait, même si en effet, avec les taux de sélection que tu as indiqué, il y a peu d'élus, en tout cas sur les financements. De toute manière, même si ça a une super équipe, une super solution, déjà des preuves cliniques, des preuves médico-économiques, etc., qui a déjà un chemin à peu près sur vers la rentabilité qui se dessine, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, on sait que c'est dur, quoi. C'est risqué. Il y a tellement d'embûches, donc on a tous déjà des boîtes qui meurent. Hein. Donc, de toute manière, on prend des risques, quoi. C'est obligé, quoi. Après, quel est le niveau de risque ? Nous, donc, comme j'ai rappelé, nous, c'est l'impact. Hein. Donc, si on sent qu'il y a un énorme potentiel d'impact et si on sent que l'équipe va être très résiliente pour pouvoir maintenir sa mission dans la durée, malgré les difficultés, OK, là, on peut accepter de prendre le risque avec cette équipe. Si on sent que c'est pas le cas, voilà. Donc on met le curseur un peu là-dessus. Puis en fonction des risques d'exécution, s'il y a besoin de beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait une équipe qui soit hyper forte pour relever des fonds, quoi, par exemple. Oui, peut-être pour compléter sur la partie risque, en effet, nous on est un fonds deep tech, donc je pense qu'on prend pas mal de risques, mais c'est aussi assez corrélé aux risques que sont prêts à prendre les clients et les payeurs finaux, parce que nous, dans nos analyses, on discute et on fait beaucoup de reference calls avec des utilisateurs et des clients futurs. Et donc, c'est un petit peu eux qui nous orientent sur cette solution, j'ai vraiment envie qu'elle soit sur le marché parce que ça me serait très utile. Et donc, c'est ça aussi qui va nous donner un peu une estimation du niveau de risque et de disruption, en bon français, qu'on va aller chercher. J'ai rien à rajouter. En réalité, je pense que ce que tu décris, c'est normal quand même. C'est qu'il y a quand même un process de sélection qui se fait au fur et à mesure que les séries et les sociétés montent les séries. Je pense que là, on pourrait progresser, c'est d'avoir des plus gros tickets pour des sociétés qui arrivent à certains stades. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, elles sont en compétition internationale avec les Américains et les Chinois. Et c'est là, à mon avis, où il faut prendre plus de risques, mais probablement un peu concentré sur certaines sociétés qui sont pas capables de passer le cut. Je pense qu'en dessous, beaucoup de sociétés sont capables de lever 3, 4, 5 millions entre le dilutif et le non dilutif pour faire des preuves de concept. Hein. Donc je vois moins le problème là quand même. Et j'ai encore un peu de temps ou pas ? Parce que j'ai encore une question, 1 minute. Ah, on le voit là, d'accord. Ouais. Oui, en fait, qu'est-ce que vous conseilleriez à ces sociétés qui veulent changer le parcours des soins ? Tu l'as dit, en fait, le marché français, il est quand même très petit.
Est-ce qu'il faut s'entourer dès le départ en fait, de financeurs européens, mais aussi américains, ou comment en fait vous conseilleriez les sociétés? Je vais être clair, hein, on peut très bien avoir une très belle société qui reste en France, mais moi je prends mon angle de ce que je dois faire. Le conseil, c'est typiquement ça, c'est-à-dire en fait, le problème à résoudre, c'est l'accès au marché dans notre pays. On n'est pas dans les autres pays, donc il faut aller chercher des ressources. Comme on n'a pas beaucoup de ressources quand on débute, aller chercher des board members qui vont vous permettre, par exemple, indépendants ou des investisseurs voilà, qui ont une expertise, vont vous permettre de comprendre le sujet. Mais je ne dis pas que toutes les thèses d'investissement doivent être comme ça. Si jamais on pose la question, c'est ce que je répondrai. Ce que je ne ferai pas, par contre, c'est forcément commencer à payer des consultants des sommes et des sommes, peut-être essayer d'avoir un peu de soft knowledge au début. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est quand même penser très vite son modèle. Est-ce que j'ai capté de scaler, par exemple, avec des partenariats? Est-ce que dans mon domaine, j'ai un network industriel qui nous permet de nous rattacher à ce network pour après être... par exemple, j'ai des sociétés, moi, qui vont signer des gros partenariats avec des boîtes de medtech qui vont être les revendeurs, par exemple. Donc ça, c'est des sujets à se poser très vite. Après, comme Alexandre de l'IFAN l'a dit, je pense que c'est vrai que si on peut identifier, enfin, si les entrepreneurs peuvent identifier des payeurs qui ont un ROI rapide, évidemment, c'est mieux. Et donc, plus le problème est gros, coûteux pour le système de santé, plus déjà la première innovation peut trouver un bénéfice économique pour les payeurs, même si ce n'est pas le but final de l'ensemble de la boîte. Évidemment, ça va faciliter les choses parce que le meilleur financeur, c'est quand même le client, quoi. Okay. Merci à vous tous. Merci. Au revoir.